Tennis Club de Paris, mai 2004. Stanislas jette un dernier regard circulaire pour voir s'il n'a rien oublié sur le court. Quand il relève la tête, il voit son père s'approcher au loin. Son père n'est pas là par hasard, et il le sait. Salut papa, c'est toi qui es venu me chercher? Oui, maman ne pouvait pas, enfin si, mais elle préférait que ça soit moi. T'en tires une tête, qu'est-ce qui se passe? Stan, le médecin a vu tes radios, et elles ne sont pas bonnes. Et? Pour lui, tu ne pourras jamais devenir tennisman professionnel. Merci papa pour la confirmation, je le savais déjà, enfin, je le pressentais. Tu as une idée de ce que tu vas faire, Stanislas ? Je vais reprendre mes études papa, je vais cravacher comme jamais, je ne veux rien lâcher, rien. Stanislas Neufchâteau fixe son père droit dans les yeux, la main droite légèrement appuyée sur sa raquette. Rien ne semble trahir l'émotion du jeune homme de 16 ans alors qu'il évoque son avenir. Seul un observateur avisé peut percevoir l'index de Stanislas qui tapote sur un rythme régulier le manche de sa raquette. Une méthode éprouvée pour aider les bègues à dépasser leur handicap. Je vous emmène aujourd'hui sur les traces de Stanislas Neufchâteau, l'homme qui, à force de travail et d'obstination, a réussi à canaliser son bégaiement et à construire la plus belle start-up française, Doctolib. Bienvenue sur l'apprenti. Alors, avec l'apprenti, je vous apprends tous les secrets des entrepreneurs en moins de 30 minutes, tous les jeudis, et évidemment, le tout en s'amusant. Je m'appelle Laurent Broye, je suis entrepreneur, je suis aussi le Pierre Bellemare de l'entrepreneuriat. Je vous raconte des histoires et je vous raconte aussi mon histoire, puisque je moi-même étais entrepreneur. J'ai revendu ma boîte en l'espace de 10 ans. L'apprenti, c'est un podcast qui est produit par Inspire Média, le média qui raconte les histoires de ceux et celles qui entreprennent. Stanislas Neufchâteau naît à Boulogne-Billancourt, au milieu d'une famille aimante et catholique. Ce fils d'enseignant a tout pour réussir, excepté une chose. Il souffre d'un terrible bégaiement. Jeune, les gestes les plus simples se révèlent hors de portée pour lui. Et quand sa mère demande à ses enfants qui veut aller chercher du pain, Stanislas rentre la tête dans les épaules. La seule idée de prononcer « une baguette, s'il vous plaît ?» lui soulève l'estomac. Malgré tout, les nombreuses séances chez l'orthophoniste commencent à donner des résultats. La thérapeute lui donne de nombreux exercices que Stanislas s'applique à faire avec assiduité. Il progresse, mais pour autant, il est toujours hors de question pour lui de lever la main pour prendre la parole à l'école. Heureusement, le sport se révèle très vite un échappatoire pour le petit garçon. Stanislas se passionne pour le tennis, sport familial, et puis surtout, il se découvre un rêve, devenir numéro 1 mondial. Dès le CM2, il intègre une école en sport-études et passe entre 4 et 7 heures sur les cours de tennis. Et quand il n'est pas sur le terrain, il frappe le mur pendant des heures pour améliorer son revers. À force de travail, il arrive au top. Et à seulement 12 ans, Stanislas remporte l'Open international des jeunes de sa catégorie. Parmi les adversaires de cette époque, il compte des joueurs comme Gaël Monfils ou Jérémy Chardy. La détermination et la force de travail de Stanislas forcent déjà le respect de tous. Stanislas est en route vers son rêve. Mais c'est un rêve interrompu par un réveil brutal en 2004. Une mauvaise blessure au dos l'empêche de jouer correctement depuis quelques semaines déjà. Le médecin du sport lui fait faire des radios et toute la famille de Stanislas attend les résultats. Pour Stanislas, les choses sont déjà claires dans sa tête. C'est pour cela que quand son père vient lui annoncer la fin de sa carrière professionnelle, il a déjà anticipé la suite, qui s'avère, malgré tout, plus compliquée que prévu. « Oh, c'est quoi ce boucan, vous croyez où ?»« C'est rien maman, c'est Stanislas. »« Non mais Stanislas, tu n'es pas bien ? On ne claque pas les portes quand on a 17 ans. » »« Laisse tomber maman. Il te répondra pas, il a eu 3 en maths, et il est fumasse. » À partir de ce moment-là, Stanislas met les bouchées doubles pour rattraper son retard.
Il bosse matin, midi, soir et même les week-ends. À la fin du premier trimestre, dans son nouveau lycée, il est premier. Il décroche alors son bac avec mention très bien et intègre le prestigieux lycée Saint-Louis en classe préparatoire. En 2006, il intègre HEC, l'école de commerce. Le travail paie, et il l'a toujours su, et il compte bien appliquer sa recette dans le monde professionnel. Jouy en Josas, janvier 2009, région parisienne. La nuit est tombée depuis plusieurs heures sur le campus de HEC. Tous les étudiants dorment. La reprise après les fêtes a été particulièrement dure. Seul dans sa chambre, Stanislas continue de s'acharner sur son clavier d'ordinateur. Il peaufine le business plan de son application de réservation en ligne. Elle n'a pas encore de nom, mais possède déjà un tableur de plusieurs centaines de lignes de données analytiques et financières. Stanislas ne laisse rien au hasard, surtout quand il a un rendez-vous le lendemain. En effet, il doit rencontrer Antoine Fraisse, le cofondateur du tout juste né fonds d'investissement Otium. Sur place, il convainc assez facilement Antoine. Le projet est intéressant, en adéquation avec le type de sujet que veut porter Otium. Mais surtout, Antoine est bluffé par le raisonnement sans faille de Stanislas. Chiffres, données, état du marché, marketing, persona. Le jeune homme répond point par point à toutes les questions du fondateur d'Otium. Antoine et son associé Pierre-Édouard Stérin ne s'y trompent pas et embauchent ce jeune homme au débit pressé. Comme si ralentir son débit de parole pouvait le faire tomber. En attendant, Stanislas progresse à toute vitesse et se retrouve vite associé d'Otium. Il développe alors son concept de réservation en ligne de soins de beauté qu'il confie à l'entrepreneuse Valérie Abessera. Déjà aguerri aux chiffres, il découvre alors les métiers du logiciel et des services Internet. Ça le passionne et comme Otium est chargé de relancer le service de réservation en ligne de restaurant La Fourchette, Pierre-Édouard Stérin le met sur le projet. Stanislas a déjà une idée en tête et investit directement dans le projet. De l'argent, du temps, mais surtout, il démontre une capacité hors norme à s'occuper de l'opérationnel. Une occupation que les gestionnaires de fonds laissent pourtant traditionnellement aux équipes de la start-up. Pour Stanislas, il en est hors de question. Son sens de détail et son humilité naturelle le poussent à aller sur le terrain et à surtout pas se cantonner à ses tableaux Excel. Bertrand Jellensperger, le fondateur de La Fourchette, est épaté par ce jeune ambitieux. Stanislas est capable de l'aider à lever des fonds le matin et l'après-midi d'identifier le bon logiciel de contrôle de gestion pour sa société. Bourreau de travail, il est sur tous les fronts. Le travail réalisé par Otium et Stanislas finit par payer lorsque La Fourchette est rachetée par un fonds américain 150 millions de dollars en 2014. Mais nous n'en sommes pas encore là, en tout cas pas ce jour d'avril 2013, où Stanislas rentre un gros dossier à la main dans le bureau de Pierre-Édouard. Hello, tu vas bien ? Merci de me recevoir de façon impromptue, mais il faut que je te parle d'un truc. Bien sûr Stanislas, j'imagine que tu veux me parler de la valorisation de La Fourchette. Pas tout à fait, Pierre-Édouard. Je vais être direct, je pars. Tu pars. Tu veux dire que tu quittes la France ? Non, je quitte Otium. J'ai beaucoup appris dans cette boîte, merci à toi Antoine, mais il est temps que je passe à autre chose. Une fois l'effet d'annonce passé, Pierre-Édouard n'est finalement pas si surpris que ça. 4 ans auparavant, lors de son arrivée chez Otium, Stanislas a été clair. Je viens ici, j'apprends, et je pars dans 4 ans pour créer ma boîte. En fermant la porte de son bureau, Pierre-Édouard sourit, en se disant que son ancien associé a juste respecté sa roadmap personnelle. La suite n'est pas encore écrite, mais Stanislas a déjà le stylo en main. Il veut travailler sur un gros projet, un projet qui lui appartient, quelque chose qui change le monde, ou au moins un pan de la société. Dans sa tête, le descendant d'une longue lignée d'enseignants pense forcément à ce que la technologie peut apporter à l'éducation. Il décide pourtant de capitaliser sur son expérience et se lance pour révolutionner le monde de la santé.
son produit, son projet, sa vie, ce sera maintenant Doctolib. Stanislas ne se lance pas à l'aveugle. Grand planificateur, il a un onglet Doctolib ouvert depuis plusieurs mois dans son classeur Excel. Septembre 2013, il lance sa boîte. Octobre 2013, les premières lignes de code du prototype sont écrites. 15 novembre 2013, lancement du site internet. Février 2014, Doctolib lève 1 million d'euros. Juin 2014, Doctolib est déployé dans sa première clinique. Novembre 2014, Doctolib lève 4 millions d'euros. En décembre 2014, Doctolib travaille maintenant avec 1500 professionnels de santé et 15 établissements privés. Des chiffres impressionnants, mais qui résument tout à fait la force de Stanislas, faire sortir un business plan d'un tableur Excel pour l'incarner dans la réalité. Et Stanislas ne chôme pas cette première année. L'entrepreneur démarre son entreprise avec Steve Aborelli, entrepreneur qui a déjà 2 boîtes à son actif. Ils sont très vite rejoints par 2 autres associés. Stanislas déploie aussi son goût du terrain. Il se lance sur les routes de France, à bord de sa Twingo noire sans ABS. Il part convaincre les médecins un à un que son produit peut les aider à améliorer l'accès aux soins de leurs patients. Écoutez, si vous êtes commercial, j'ai pas le temps. Donnez-moi 5 minutes, docteur, s'il vous plaît, et je vous montre comment gagner 1 heure par jour. Hein ? 1 heure par jour ? Vous voulez réduire ma patientèle de 10%? Non, docteur, leur permettre de prendre directement rendez-vous dans votre agenda. Je veux vous simplifier la vie et améliorer la leur. Un discours que Stanislas tient régulièrement en interne comme en externe. Quoi qu'il en coûte en heure de route et en rendez-vous, il se tient à son objectif, améliorer l'accès aux soins des patients et faciliter la vie des praticiens. Un objectif d'autant plus difficile à tenir qu'il est alors partagé par de nombreux concurrents. Allez, on y va. Rendez-vous facile, clic rendez-vous, DocMe, sort rendez-vous. Mon docteur, quel doc ? Doctolib n'est pas le seul sur le marché. Mais Doctolib est le seul à avoir un patron aussi déterminé et organisé que Stanislas Niox-Château. Face à un marché qui nécessite une grosse force commerciale et donc de l'argent pour recruter, Stanislas fait le choix de lever des fonds. La première levée d'1 million se fait notamment avec des proches, comme Bertrand Jelensperger, l'ancien de la fourchette, ou Antoine Fraisse. Le succès naissant de Doctolib lui permet d'avoir accès à de nouveaux investisseurs, dont certains sont déjà des stars de la tech. Bonjour Stanislas, je suis ravi de te recevoir. Merci Pierre, est-ce que tu as eu le temps de jeter un coup d'œil sur le mail que je t'ai envoyé ? Je t'avoue que non. J'ai cru comprendre qu'il s'agit de... Ah, c'est dommage, c'était un condensé des prospectives du marché pour les 3 prochaines années. Ah, eh bien je t'écoute. Bon, voilà, la prospective est ce qu'elle est, mais concrètement, Doctolib est en avance de 6 mois sur sa roadmap. Un investisseur comme toi nous permettrait d'accélérer encore notre développement. À peine 10 minutes ont suffi à Pierre Kosciusko-Morizet pour prendre la mesure du jeune homme en face de lui et participer à la seconde levée de fonds de 4 millions d'euros. Faut dire qu'il n'a pas été long à convaincre. Il faut dire aussi qu'il a vite saisi le caractère volontaire et surtout obsessionnel de Stanislas. Lorsque celui-ci lui a présenté sa méthodologie de travail, il a été frappé par la précision et la méticulosité que Stanislas met dans chaque objectif. Tout projet est calibré, chiffré, découpé point par point, y compris l'attribution des tâches et les dates de rendu. Maxime Forgeot, son ami d'enfance, confirme dans un rire complice. C'est la même chose en vacances, du départ en train au repas, en passant par la location, tout est déjà planifié par Stanislas dans un tableur Excel. Même si, dans les faits, à part son traditionnel réveillon anniversaire du 1er janvier, il ne part pas souvent en vacances. Stanislas travaille parce que le travail lui permet de développer Doctolib, c'est aussi simple que ça. Un développement qui passe depuis le début par des investissements conséquents. Et après les 2 premières levées de fonds, c'est le fonds d'investissement Accel Partners qui entre au capital de Doctolib. À l'occasion d'ailleurs d'une nouvelle levée de fonds de 18 millions d'euros en octobre 2015. Doctolib est maintenant en route pour devenir l'animal mythique du monde des startups, une licorne. Et Stan, le dompteur de cet animal.
Une licorne qui ne joue pas au tennis, mais plutôt une entreprise composée, comme une équipe de football, un véritable collectif, autour d'un coach obsédé par la performance. Une entreprise que la croissance exponentielle place dans l'œil du cyclone. Hey, salut! Dis donc, sympa cet afterwork, tu travailles où? Salut, moi je travaille chez Doctolib. Je vois. Et c'est sympa comme boîte? Non, je dirais pas que Doctolib est sympa. Ça non. Par contre, c'est une boîte excitante, stimulante, dévorante. Ah oui, mais sympa, non. Ah, à ce point-là? Écoute, bosser 2 ans chez eux, c'est comme bosser 6 ans dans une autre boîte. Mais tu fais quoi? Les RH, et crois-moi qu'on recrute et on recrute beaucoup. Et Zena, c'est de quoi elle parle, puisque Doctolib n'arrête pas de grandir depuis qu'elle est arrivée en 2015. Stanislas, lui, continue de dérouler la roadmap de Doctolib. Il veut la faire grandir à tout prix. Et pour ce faire, l'homme sait transmettre son feu sacré à ses collaborateurs. Sans doute parce qu'il incarne au quotidien les valeurs qu'il affiche. La réussite n'entame pas d'ailleurs l'esprit de service qui anime Stanislas, qui se perçoit d'abord en soldat avant d'être général. Il continue régulièrement à répondre au téléphone du support technique de Doctolib et à faire des tournées pour convaincre de nouveaux praticiens. Et en parallèle, le CEO multiplie encore les levées de fonds pour accélérer sa croissance. En janvier 2017, il lève 26 millions d'euros. Bon, ce que j'adore avec toi, Stan, c'est que tu lèves tranquillement 26 millions d'euros et que tu enchaînes avec une partie de tennis le week-end suivant. C'est un peu vite résumé. Ace 40-15. En plus, tu veux aussi gagner cette partie? Là, j'ai besoin de l'argent pour avoir des commerciaux qui comptent mon docteur. La levée de fonds, je vais te dire franchement, c'est pas un objectif en soi. Ce qui compte, c'est ta proposition de valeur. Et si elle est claire, alors le reste suivra. J'ai gagné, on s'en refait une? Suite à cette levée de fonds, Doctolib embauche 150 personnes. L'entreprise continue de grandir et dès la fin 2017, elle fait une deuxième levée de fonds de 35 millions d'euros. Faut dire que la concurrence est rude, notamment Mon Docteur, leur plus gros concurrent, arrivé avant eux sur le marché. Mais Stanislas ne lâche rien. Si son jeu au tennis est en fond de cours et en défense, en entreprise, il pousse son collectif à l'attaque. L'agressivité commerciale de Doctolib est reconnue, même par ses concurrents. En interne d'ailleurs, le slogan officieux pour conquérir un cabinet médical est « par la porte ou par la fenêtre ». Une stratégie qui porte ses fruits en 2018. En juin de cette année, Doctolib remporte même le marché de l'assistance publique des hôpitaux de Paris avant de racheter son concurrent de toujours, Mon Docteur, en juillet. Stanislas vient alors définitivement d'écraser la concurrence en France. Il devient le principal acteur de la réservation en ligne de rendez-vous médicaux. Et donc, en cette fin d'année 2018, Doctolib comptabilise 20 millions de visites de patients par mois et recense 55 000 professionnels de santé. Stanislas est alors à la tête d'une start-up de 600 salariés. Pourtant, l'hypercroissance a un coût, et elle fait d'ailleurs travailler durement ses équipes. L'exigence de Stanislas fait parfois grincer des dents en interne. Mais même les salariés les plus critiques le reconnaissent, Stanislas demande aux autres ce qu'il s'inflige à 200%. Si les objectifs sont élevés, le CEO de Doctolib, en véritable coach, adore emmener ses équipes vers les défis les plus fous. L'ambition de Stanislas est la chose la mieux partagée chez Doctolib. Elle infuse littéralement toute l'entreprise, voire d'ailleurs tout l'écosystème entrepreneurial. Car Stanislas clame haut et fort que créer une start-up est d'abord un projet de société. Voyez votre entreprise comme un acteur politique, au sens noble du terme, et battez-vous pour changer les choses. Votre marché sera d'autant plus vaste. Et la politique le lui rend bien. À peine nommé, Cédric O, le nouveau secrétaire au numérique du gouvernement, réserve son déplacement pour Doctolib. Sa visite fait d'ailleurs office de cerise sur le gâteau. 2 semaines auparavant, une énième levée de fonds de 150 millions d'euros vient de faire de Doctolib une licorne. Autrement dit, une start-up valorisée à plus de 1 milliard d'euros. 1 an plus tard, la crise du Covid
consacre définitivement la société de Stanislas, Doctolib est officiellement en charge de réserver les créneaux de vaccination pour tous les Français. Stanislas a changé, sur le papier du moins, la vie de 60 millions de Français. Dimanche 5 décembre 2021, église Sainte-Cécile, Boulogne-Billancourt. La famille Niox-Château sort sur le parvis. La messe est finie. Stanislas tient dans ses bras son petit dernier, né pendant la pandémie. À ses côtés, sa femme et ses 2 aînés. Un court instant, Stanislas s'égare dans ses pensées et commence à régler dans sa tête un problème de boulot. Même lui n'a pas vu venir la 3e dose. Mais ça ne dure pas. Il resserre ses bras sur son enfant. C'est dimanche. Il est en famille et c'est sacré. Sa femme sourit. Elle vient d'apercevoir au loin quelque chose. Elle prend la main de Stanislas et la pointe vers la voiture qui passe dans la rue. Une Twingo noire. La même que celle avec laquelle il a sillonné la France. Stanislas sourit à son tour. Son train de vie n'a pas tellement changé depuis ses débuts. Peu attaché à l'argent, il a surtout tenu à garder en main les rênes de son entreprise. À aucun moment, il n'a profité des levées de fonds pour prendre un chèque. L'argent est un moyen pour lui, et surtout pas une fin. Il veut continuer à développer Doctolib parce que sa société contribue au bien-être des Français, parce que cet outil magnifique qu'il a construit permet d'améliorer la qualité de soins de millions de patients. Le lancement réussi de la téléconsultation en est la preuve. Stan, tu es où là? Tu penses encore au boulot? Oh, pardon chérie. Oui, je m'étais perdu dans mes pensées. Dis donc, j'ai réfléchi pour notre projet de fondation. On pourrait commencer dès l'année prochaine, non? Si on se décide, il faut que je mette ça sur la roadmap. La femme de Stanislas sourit patiemment. Elle sait que leur projet de création d'école et d'hôpital démarrera vraiment quand il sera dans les petites cases Excel du tableur de son mari. Et ça, c'est une autre histoire. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Alors, merci aux contributeurs du Patreon, patreon.com/l'apprenti, Florent Le Tourneur, Ingrid Muxignato, Meina Moussali, Mathieu Chérubin, Alain Rochard, Colombe Palan, Guillaume Rigal, Valentin Meunier, Emmanuel Larras, Arthur Massonneau, Sarah, Caroline Lambolet, Stéphanie Comte, Manuel Marie, Fanny Pitoiset-Rizzo, Jérémy Abramovski, Sylvain Collat, Arnold Ouzoulias, Jérôme Duval, Mathieu Durand et Bérangère Gonzalez. Merci beaucoup.